שהטרוריסטים הבזים לדם ילדיהם לא יחוסו על דם ילדינו. איננו ממהרים לשום מקום, יש לנו סבלנות, יש לנו אורך נשימה. ليس هناك ما تخشاه المقاومة الفلسطينية التي تمارس مقاومة مشروعة مارستها كل الشعوب التي تعرضت للاحتلال. חמאס משלם ועוד ישלם מחירים כבדים על הפשעים הללו שהוא מבצע. Bonjour à tous et bon réveil. Nous sommes ensemble pour 2 heures d'édition spéciale consacrée au dernier développement de l'opération Bordure Protectrice qui en est à son 49e jour et bien sûr du conflit entre Israël et le Hamas. Avant de commencer tout de suite, un grand tour des titres de l'actualité, à commencer par Mahmoud Abbas qui compterait faire appel au Conseil de sécurité de l'ONU selon des sources palestiniennes afin d'imposer une date butoir au terme de laquelle Israël devrait se retirer intégralement des territoires de Cisjordanie. Si sa demande n'est pas entendue, le président de l'autorité palestinienne menacerait de recourir à la Cour pénale de justice internationale afin de porter plainte contre l'État hébreu pour crime de guerre. Et puis dernière déclaration de Khaled Meshal, le chef du bureau politique du Hamas, estime que l'organisation a remporté une victoire éclatante, dit-il, sur Israël. Il a également remercié l'Iran pour son financement. Par ailleurs, d'autres rumeurs de cessez-le-feu relayées par le djihad islamique, mais qui n'ont pour l'instant reçu aucune confirmation des autres factions. Et puis en effet, les tirs de roquettes reprennent de plus belle ce matin dans le kibboutz de Be'eri notamment et dans la ville d'Ashdod. Hier, Jérusalem a également été touchée. Ça a riposté par des frappes aériennes dans la nuit. Également des éliminations ciblées ont eu lieu hier dans la bande de Gaza. Et puis la rentrée des classes approche à grands pas, mais les habitants du sud d'Israël refusent d'envoyer leurs enfants à l'école si les tirs d'obus de mortier et de roquettes se poursuivent. Dans la bande de Gaza, la rentrée a déjà été repoussée. L'opération Bordure Protectrice pourrait encore durer un certain temps, selon le Premier ministre israélien. Voilà pour les titres. J'accueille sur ce plateau Jacques Neria, analyste expert en affaires militaires. Bonjour Jacques Neria. Et Ali Waqued, journaliste indépendant et spécialiste du monde arabo-musulman. Alors on va tout de suite parler de cette opération Bordure Protectrice qui en est à bientôt son 50e jour. Mais avant, on va se rendre à la frontière avec la bande de Gaza. On retrouve notre envoyé spécial Mathias Inbar. Mathias, on va faire le bilan avec vous des derniers événements de la nuit. Bien, écoutez, bonjour Éléonore. Il y a eu plus d'une dizaine de roquettes, en tout cas tirées depuis ce matin au petit matin à 5h30 du matin. Quelques alertes également dans la nuit et toujours ce questionnement notamment de Rami Aline avec qui j'ai pu discuter ce matin, le directeur du conseil régional d'Eshkol, qui se pose la question comment peuvent-ils vivre encore et décemment sous le feu des missiles. Vous le savez, dans quelques jours commencera l'année scolaire et ils ne peuvent plus supporter. La majeure partie des habitants du Sud ont quitté. En tout cas, moi, je me trouve là actuellement au point de passage frontalier d'Erez, où est tombé plusieurs tirs de mortier hier. 5 blessés, dont un a été grièvement touché. Alors Mathias, le point de passage d'Erez a été fermé hier à la suite de frappes qui ont blessé à des Israéliens, de tirs d'obus de mortier. Est-ce que c'est toujours le cas ce matin? Est-ce que le point de passage est encore fermé? Non, il n'est pas fermé. En tout cas, il a réouvert ce matin. On voit les gardes sont positionnés aux 4 coins du passage d'Erez. Un point de passage très impressionnant, il faut le dire, parce qu'il y a cette espèce de mur qui contourne le passage frontalier. Nous sommes à
200 mètres derrière nous la bande de Gaza. C'est la raison pour laquelle les gardes sont venus nous prévenir ici. Nous sommes en plein extérieur et nous dire effectivement que vous avez quelques secondes à peine si jamais il y a une alerte pour vous protéger. Vous êtes donc en danger là où vous vous trouvez, mais bien évidemment vous êtes obligé de témoigner de ce qui se passe sur le terrain. Donc pour l'instant le passage est rouvert dans quelques instants. On nous a dit que des bus ne devraient pas tarder à arriver ici et le passage de civils, mais également des journalistes étrangers dans ce passage d'Erez qui donc nous amène dans la bande de Gaza. Mathias Inbar, une dernière question sur ces obus de mortier qui, on le sait, ont fait fuir beaucoup d'habitants des localités frontalières avec la bande de Gaza. Est-ce que, comme on l'a dit hier, la plupart des kibboutz ont déjà été évacués ce matin ? La plupart des kibboutz, que ce soit du nord ou du sud des localités en bordure de la bande de Gaza, ont quasiment tous été évacués. En tout cas, il ne reste que les ouvriers, ceux qui travaillent à l'intérieur ou les responsables des kibbutzim. Mais en ce qui concerne les personnes âgées ou les parents qui ont des jeunes enfants, en tout cas, ils ont évacué la zone parce que l'arme basique du Hamas, à savoir l'obus de mortier, fait énormément de dégâts et c'est la raison pour laquelle ils ne peuvent plus rester positionnés sur place. On le sait, un enfant de 4 ans a payé le lourd tribut de cet obus de mortier. Vendredi, il a été mortellement touché, Daniel Tregerman, vendredi. Donc, que ce soit des personnes âgées ou les parents de jeunes enfants, ils ont tous quitté par autobus hier vers le centre et le nord du pays. Merci beaucoup, Mathias Inbar, en direct de la frontière avec la bande de Gaza. On reviendra vers vous tout au long de cette matinée. Jacques Neria, votre réaction? On est en pleine guerre d'usure, là. Je ne pense pas que nous sommes encore là, mais nous approchons de cet état de fait, bien qu'une guerre d'usure, généralement, c'est entre deux armées de même taille. Donc David et Goliath, ici on se trompe plus ou moins qui est David et qui est Goliath. La stratégie est la même. Ce qui se passe actuellement, c'est que le Hamas, qui comprend très bien que tous ses atouts, ont été neutralisés, donc ces tunnels offensifs ont été coupés, ces missiles sont parés par le dôme d'acier, et la seule chose qu'il a bien compris, le ventre creux d'Israël, c'était les mortiers. Donc à partir de ce moment-là, comme Israël va faire le vide devant le Hamas, on verra comment est-ce qu'il va réagir. Parallèlement, naturellement, il y a de plus en plus un durcissement dans l'attitude israélienne et on fait tout, je dirais, avec des ongles, on gratte avec des ongles pour ne pas être entraîné dans une incursion terrestre. Ali Waked, que cherche le Hamas, là, exactement? Tout d'abord, Nathalie, vous avez parlé de rumeurs. Hier, on était un peu plus proche que de rumeurs à avoir un cessez-le-feu déclaré unilatéralement par l'Égypte, espérant les Égyptiens qui espéraient que et le côté israélien et le côté palestinien allaient accepter cette initiative égyptienne. Le Hamas cherche encore à traîner des acquis politiques que l'Égypte et Israël refusent catégoriquement de lui donner. Le Hamas ne veut pas que les ententes, les accords sur le cessez-le-feu soient basés exclusivement sur l'entente du pilier de défense et que le mot levé de blocus figurera dans tout accord éventuel, alors que pour les Égyptiens et pour les Israéliens, il n'y a pas question à donner au Hamas des cadeaux politiques qui lui donnera l'impression que ces acquis politiques étaient le résultat direct de cette opération. Maintenant, il faut voir les heures à venir. Les Égyptiens entendent le bruit en provenance de l'ONU, de l'Union européenne, voir la discussion à propos d'une initiative internationale qui essaiera d'imposer un arrangement, un cessez-le-feu. Et eux, ils sont là en dépêche pour essayer de faire pression sur le Hamas et sur Israël pour accepter une initiative basée sur les initiatives précédentes d'ailleurs, un cessez-le-feu non limité par le temps et puis discussion sur toutes les autres clauses politiques et sécuritaires. Toutes les factions palestiniennes, à part le Hamas, ont été prêts hier, déjà depuis minuit, à accepter cette initiative. Alors minuit moins 5 minutes était la dernière salve des roquettes hier soir. Mais on a vu les roquettes ont repris ce matin. Jacques Neria, justement, on est plus proche aujourd'hui d'un cessez-le-feu ou d'une invasion terrestre?
Écoutez, du point de vue israélien, je pense que le Hamas a fait tout ce qu'il pouvait pour essayer de nous provoquer. Donc il continue à nous provoquer. Et je pense que le fait de ce qui s'est passé le vendredi avec le jeune Daniel Tegerman, c'est tout simplement, je dirais, ce que les Américains appellent un game changer. C'est pour nous un tournant dans ces événements. Pour Israël, c'est quelque chose de très grave, et c'est pour cela qu'il y a un durcissement très clair de la position israélienne. C'est la première fois qu'un Premier ministre dit très ouvertement à la population gazaoui: évacuez les endroits, éloignez-vous parce que vous allez devenir des cibles. Donc c'est ce qui veut dire, du point de vue israélien, que la prochaine étape, c'est cibler tous là où on tire. Il y aura tout simplement une riposte pointue sur cet endroit-là, que ce soit un endroit civil ou pas, un hôpital, une école de l'ONU, n'importe quoi, ça sera visé. Et donc, c'est tout simplement pour dire, voilà, nous avançons encore une étape. Mais tout le monde comprend très bien, et cela a été dit très clairement, que les dés sont jetés. Que si jamais on continue dans cette avenue, il n'y aura pas d'autre moyen que d'entrer d'une occurrence terrestre. Dans la bande de Gaza. On va reparler dans un instant, mais avant, j'accueille Cyril Amar. Bonjour Cyril. Bonjour. On va faire avec vous le tour de l'actualité internationale et moyen-orientale surtout, à commencer par la une des journaux israéliens ce matin et les funérailles du petit Daniel. On en parlait il y a quelques minutes. Oui, avec cette une très frappante du Yediot Ahronoth ce matin. Daniel, tu étais l'amour de ma vie. Cette phrase en une du quotidien à grand tirage, eh bien, c'est celle de Gila Tregerman, une jeune mère meurtrie du petit Daniel, 4 ans, tué vendredi, vous l'avez dit, par un obus de mortier du Hamas. Sous cette image, des parents ont déchiré un extrait de leur oraison funèbre. Merci de nous avoir appris à aimer, à être des parents et à sourire. Daniel, c'était l'enfant de tout un pays, l'enfant pour qui tout un peuple a combattu et continue de combattre. Ce sont les termes du président de l'État, Reuven Rivlin, qui avait tenu, vous le voyez, à accompagner le petit Daniel dans sa dernière demeure. Alors le petit Daniel qui habitait justement dans un kibboutz tout proche de la bande de Gaza, et la plupart de ces kibboutz commencent justement à se vider de leurs habitants. C'est ce qu'on apprend ce matin dans les colonnes du quotidien de gauche Haaretz, une évacuation en bonne et due forme, organisée cette fois-ci, contrairement aux précédentes vagues, par le ministère de la Défense israélien, comme celle de ce couple, vous le voyez, du kibboutz Ein HaShlosha, venu trouver un peu de sérénité dans la capitale israélienne à Jérusalem. Et si l'on assiste à un tel exode, c'est que précisément c'est sur ces mêmes localités que le Hamas concentre ses tirs ces derniers jours, des tirs à l'obus de mortier, une arme primitive mais qui a causé, vous le savez, la mort de la quasi-totalité des civils israéliens tués depuis le début de l'opération. Alors pour l'expert militaire du quotidien centriste Ma'ariv, Amir Rapoport, le Hamas a tout simplement compris que les localités proches de la bande de Gaza, ça constituait le ventre mou d'Israël. Du point de vue du Hamas, écrit Rapoport, les habitants du Sud fuirent massivement leur domicile. Eh bien, c'est une victoire de taille, concluent les spécialistes, une victoire de taille pour le mouvement islamiste palestinien. Mais pour Israël, si le Hamas a recours aux obus de mortier, ce serait peut-être pour des raisons beaucoup plus pragmatiques. Vous allez le voir, selon un rapport des renseignements militaires que s'est procuré le Haaretz, eh bien, il ne resterait au mouvement islamiste pas plus qu'une centaine de roquettes de moyenne portée à pouvoir atteindre les localités israéliennes, donc situées au nord d'Ashdod. Quoi qu'il en soit, dans le sud, la rentrée des classes pourrait être reportée à une semaine du début de l'année scolaire, écrit le Yediot. Les 250 000 élèves du sud d'Israël se demandent encore s'ils entendront le 1er septembre la sonnerie ou bien la sirène d'alerte pour leur premier jour d'école. Une décision définitive, nous dit le journal, devrait être prise dans le courant de la semaine. Alors on va passer au gros titre de la presse palestinienne cette fois, et c'est la poursuite des raids aériens israéliens. Avec cette une du quotidien Palestine qui paraît à Gaza, un journal proche du Hamas, raid israélien incessant sur la bande de Gaza, à titre en une le journal proche du mouvement islamique, avec cette image spectaculaire. Vous la voyez, c'est celle du véhicule de Mohamed Al-Roul, pris pour cible par l'aviation israélienne. Al-Roul, c'était selon Israël l'un des membres du Hamas chargé du transfert de fonds servant aux activités terroristes de l'organisation. Et puis dans le même journal, on apprend que la majorité des Gazaouis sont opposés au désarmement du Hamas. Selon un sondage publié par le journal, eh bien, c'est 93% des habitants de la bande de Gaza qui seraient contre le désarmement des groupes palestiniens, alors que près de 88% des personnes interrogées se disent en faveur d'un cessez-le-feu durable avec Israël.
Et ouais, les journaux en Cisjordanie reviennent sur cette proposition surprenante, disait-on hier, de Mahmoud Abbas. On en sait un peu plus ce matin. Oui, c'est une annonce qui a été faite au micro de la chaîne égyptienne Balad lors de la visite du président Abbas au Caire. Il a été peu bavard, Mahmoud Abbas, puisque l'homme fort de Ramallah s'est contenté d'affirmer que sa démarche n'aurait certainement pas les faveurs de Washington, qu'elle serait soumise au secrétaire américain John Kerry dans les prochaines semaines, après avoir été discutée à Ramallah avec les principaux dirigeants palestiniens. Mais si on veut des indiscrétions, eh bien, il suffit d'aller le trouver ce matin dans la presse arabe. On peut d'ores et déjà en deviner les contours, comme ici sur le site de l'agence de presse palestinienne Maran, sous ce titre. Donc, voici donc la surprise que nous réserve Abou Mazen. Abou Mazen, c'est le nom de guerre de Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, qui envisagerait de saisir le Conseil de sécurité des Nations Unies pour exiger un calendrier précis d'un redéploiement israélien le long des frontières de 67, faute de quoi, nous dit le journal, eh bien, l'autorité palestinienne saisirait la CPI, la Cour pénale internationale de la Haye, pour condamner Israël. Une surprise qui est considérée ce matin par le Israélien plutôt comme une manœuvre du côté israélien. C'est une surprise de taille. Là. On pensait plutôt qu'il allait nous reconnaître comme un État hébreu. Là. Maintenant, pas du tout. Justement, je vais vous faire réagir sur cette dernière. On vient de l'apprendre, cette dernière déclaration de Mahmoud Abbas. Justement, il s'agirait d'une date butoir donnée à Israël. Tout à fait. Alors, il veut que le Conseil de sécurité vote une date limite. Cette date limite devrait amener Israël à se retirer complètement de la Cisjordanie. Naturellement, la bande de Gaza, c'est quelque chose. Et pour pouvoir enfin créer l'État palestinien. Donc, ce que les Palestiniens avaient pendant les négociations avec Israël, essayer de discuter frontières, essayer de discuter, je dirais, un emploi du temps selon lequel Israël se retirait selon des étapes des territoires. Tout cela, naturellement, est référé au Conseil de sécurité pour imposer à Israël, face à des sanctions, une telle proposition, ce qui est une surprise de taille, naturellement. Ali Broquette, ça aurait pu être une proposition prise en accord avec le Hamas ? Oui. Le Hamas qui cherche une légitimité internationale, le Hamas qui a été déjà contacté par l'émissaire de l'ONU, Robert Seri, qui ce contact que le Hamas a considéré comme un acquis très important politiquement sur la scène même internationale. Mais Abou Mazen, il vise à internationaliser le conflit. Abou Mazen sait que le côté israélien craint cette internationalisation et surtout craint l'adressement au tribunal pénal international. Les Palestiniens sont très sérieux dans cette initiative d'aller jusqu'au bout dans cette initiative d'internationaliser le conflit et ils sentent qu'il y a déjà un certain soutien, surtout auprès de quelques grands pays à l'Union européenne. Les Israéliens sont d'ailleurs au courant des pas que les Palestiniens ont progressé. Selon les Palestiniens, plusieurs pays européens ont donné un feu vert pour un pas pareil. Maintenant, les Égyptiens, eux, ils ont une position un peu différente. Les Égyptiens, qui ne sont pas pour l'internationalisation du conflit, non pas le grand conflit israélo-palestinien, mais... Qu'est-ce que veulent les Égyptiens dans cette équation entre Hamas, Israël et l'Égypte ? Que cherchent les Égyptiens à faire ? Ils cherchent tout d'abord de conserver leur place très importante de joueur régional encore important, malgré le fait que l'Égypte à l'intérieur elle est très affaiblie. Récemment, on entend des reports qui parlent d'une intervention militaire de l'armée égyptienne au Libye. Donc on voit que l'ancien général Sisi, l'actuel président Abdel Fattah Sisi, essaie de consolider... Voilà, une roquette, une sirène vient d'être signalée sur la région du centre de Tel Aviv. Nous allons donc quitter l'antenne pendant quelques minutes. N'allez nulle part, on revient dans quelques minutes, juste après l'interception qui, on l'espère, arrivera très vite. À tout de suite.
Voilà, de retour en plateau après cette sirène. Vous venez de partager avec nous un des moments quotidiens des Israéliens depuis maintenant quelques mois. On en parle justement avec vous, Jacques Neria, Ali Waked et Cyril Amar. Le Hamas vient d'annoncer qu'il refusait le cessez-le-feu, la proposition. Ça ne m'étonne pas, ça m'étonne pas. J'écoutais tout à l'heure Ali et je me demandais est-ce que nous sommes sur la même longueur d'onde. Tel que je comprends les choses, Hamas aujourd'hui n'a rien à gagner. Au contraire, il est acculé par une situation où l'Égypte, avec l'autorité palestinienne, est en train de comploter contre lui. Donc, si on regarde, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces négociations? On parlait de quoi? On parlait d'une présence finalement de l'autorité palestinienne dans le passage de Rafah. On parlait d'une autorité palestinienne qui prendrait la responsabilité du port et de l'aéroport, et ça serait l'autorité palestinienne qui paierait les salaires du Hamas. Donc, finalement, le Hamas dit, moi, je me suis battu contre Israël. J'ai tenu tête à Israël pendant 5 jours. Et voilà, M. Abbas maintenant vient prendre les lauriers. Donc ça ne passera pas. Il faut que nous soyons au centre. Il faut que nous soyons les décideurs dans cette affaire-là. Et de cette façon-là, naturellement, ils ne sont pas encore arrivés. De l'autre côté, il faut comprendre. Et nous l'avons toujours dit dans ce plateau-là, dès le premier jour de la guerre, ce que d'autres analystes et d'autres, je dirais, beaucoup plus renseignés que nous n'ont pas compris. La politique du Hamas, c'est jusqu'au boutisme. Il n'a rien à perdre. Il va se battre jusqu'au dernier homme, jusqu'au dernier missile. Et cela, naturellement, même en impliquant Israël à une incursion terrestre. C'est de cette façon-là que lui croit qu'il aura ses acquis. Autrement, ça ne se passera pas autrement avec le Hamas. Ali, le mot de la fin avant que l'on finisse cette première partie. Finalement, le Hamas est prêt à tout. Jusqu'où ira-t-il? Jusqu'au bout, comme vient de le dire Jacques Neria. La simple raison que les calculs partisans du Hamas on porte sur les calculs nationaux et politiques. Le Hamas qui ne veut pas que les acquis de cette guerre seront crédités à Abou Mazen, seront donnés à l'autorité palestinienne. La levée du blocus qui sera négociée non pas face à une délégation de laquelle le Hamas fera partie, mais une délégation de l'autorité palestinienne, du président Mahmoud Abbas. Et donc le Hamas pourra rien dire, pourra rien apporter, nul changement à la population palestinienne qui verra cette guerre se terminer sur les ententes, sur les arrangements sécuritaires de l'an 2011 de piliers de défense, donc aucun changement, et que la partie politique, la clause politique sera concentrée exclusivement dans les mains d'Abou Mazen. Donc il s'agit là des calculs partisans qui règnent pour le Hamas. Merci beaucoup Ali Waked, merci Jacques Neria et Cyril Amar d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette première partie. Restez avec nous, on revient dans une dizaine de minutes, mais tout de suite un journal présenté par Nathalie Nagar. De retour sur le plateau du Morning, j'ai le plaisir d'accueillir Michael Bar-Zohar, historien et ancien député travailliste. Bonjour. Bonjour. Et ainsi que Betsabé Salem. Alors Betsabé, on va parler avec vous ce matin, on va faire le tour d'horizon de l'actualité internationale. Mais avant, sachez qu'une roquette a été interceptée il y a quelques instants au-dessus de Tel Aviv. 3 autres ont été interceptées dans les dernières minutes au-dessus d'Ashkelon. Betsabé, on commence par la presse internationale avec vous. Comment les médias internationaux ont-ils couvert ce conflit? Alors, les médias ont été apparemment impatients d'attendre le rapport des droits de l'homme des Nations Unies, cette espèce de Goldstone 2. Le Monde a même commencé à mener son enquête et toutes nos félicitations puisqu'il a même terminé. Regardez, Gaza, 2 points, le droit international a été violé. Alors pourtant, il est écrit dès le début de l'article que les organisations palestiniennes des droits de l'homme ont
entamer ce dur travail d'enquête, mais bon, personne n'est vraiment dupe quant à l'issue. Alors vous avez bien sûr les allégations contre Israël, puisqu'il faut bien l'avouer, c'est surtout ça qui intéresse les lecteurs. Alors qu'est-ce qu'on y trouve? Eh bien, ces habitations des membres du Hamas et du djihad islamique qui ont été bombardées par Israël, avec parfois des femmes et des enfants à l'intérieur. Or, je cite, la présence d'un combattant dans une habitation n'en fait pas une cible militaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut qu'en fait, elles servent soit de poste de commandement, soit qu'il y ait des munitions dedans. Et alors, on sait bien que les 10 stocks de munitions à Gaza sont précautionneusement placés loin des enfants et loin des écoles. D'ailleurs, l'article lui-même, dans le chapitre « Allégations contre le Hamas », affirme, ah non, c'est l'armée israélienne en fait qui l'affirme, vidéo à l'appui qu'au moins 1600 roquettes ont été tirées depuis des zones résidentielles, dont des mosquées et des écoles. Quant aux avertissements donnés par l'armée, ils seraient insuffisants et trop tardifs. En gros, il faudrait prévenir 1 heure avant. Bref, des critiques qui, même si elles partaient d'une très mauvaise intention, eh bien, ne semblent pas très appropriées aux réalités du conflit. Alors, en Grande-Bretagne, un petit tour par le Daily Mail qui juge aussi les procureurs. Un immeuble frappé de plein fouet par l'armée israélienne seulement 10 minutes après que l'armée a prévenu les résidents qu'ils devaient sortir. Le Daily Mail qui observe que c'est la première fois qu'un immeuble aussi grand a été frappé depuis le 8 juillet, avec le lot de blessés, 20 blessés, 4 enfants, et avec, pour au cas où vous n'auriez pas assez d'imagination, eh bien, un nombre impressionnant de photos de Gaza, des photos de quartiers dévastés, d'enfants témoins de ces destructions, bien sûr. Alors, quelle a été la réaction de la presse sur la mort de ce petit garçon qui a été tué par un obus de mortier vendredi dernier dans le sud d'Israël? Alors, restons en Grande-Bretagne. Regardez l'Independent qui évoque apparemment, on croirait que ce garçon en fait serait même responsable des derniers raids qui ont frappé Gaza. Une nouvelle escalade de la violence guette à présent les Gazaouis après la mort de ce garçon de 4 ans. C'est ce qu'explique en substance le journal. D'ailleurs, l'article écrit: le garçon était le premier enfant à mourir, mais plus de 460 enfants ont été tués à Gaza selon l'UNICEF. Bien sûr, un parallèle qui semble sans appel. Aux États-Unis, même parallèle, difficile à éviter. Il est aussi fait par le Los Angeles Times, qui arrondit à 500 enfants tués à Gaza. Le Los Angeles Times qui précise néanmoins que 600 missiles et roquettes ont été tirés sur Israël depuis mardi dernier. Autre approche, en Italie, prenez le Corriere della Sera, un enfant tué en Israël, et à Gaza, un massacre orchestré par le Hamas. Cette fois-ci, le journal fait bien sûr référence à l'exécution de Palestiniens qui ont été accusés de collaborer avec Israël. 18 Palestiniens, dont 2 femmes. Le journal qui rapporte aussi à ses blessés à Ashdod vendredi suite à des frappes sur une synagogue à Ashdod. Alors la rentrée des classes en Israël devait avoir lieu le 1er septembre prochain. On ne sait pas si elle va être repoussée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à Gaza, elle n'a pas eu lieu. Et on en parle, bien sûr. Prenez par exemple, toujours en Europe, en Suisse, le journal gratuit 20 minutes qui titre avec cette plainte d'un enfant de Gaza: j'en ai marre, je veux retourner à l'école. Parce qu'à Gaza, eh bien, il n'a plus de cahiers, il n'a plus de crayons et surtout, il n'a plus beaucoup d'écoles. Du coup, le journal explique que près d'un demi-million d'enfants eh bien, sont privés d'école cette année. Retour en France, un petit tour par RFI avec une accusation un petit peu plus claire: les Palestiniens de Gaza privés de rentrée. Plus de 200 écoles ont été détruites et le reste sert d'abri. Avec là aussi un enfant cité: j'aime l'école, mes copines me manquent. Alors on aurait presque pu ajouter quelques réflexions d'enfants israéliens à quelques kilomètres de là qui voudraient prendre leur maison sous le bras, aller un peu plus loin, des obus de mortier. C'est le genre de témoignage qu'on entend dans le sud d'Israël où la rentrée se déroule le 1er septembre. Vos réactions, Michael Bar-Zohar, sur la une de la presse internationale concernant le conflit israélo-palestinien? Ça ne m'étonne pas, n'est-ce pas? C'est toujours comme ça. Depuis qu'Israël est devenu très fort, nous devons jouer le rôle de victime. Quand nous sommes des victimes, tout le monde est à nos côtés. Maintenant, nous sommes les forts, nous avons l'armée, et il y a des scènes de destruction terribles à Gaza, et je pense qu'on aurait pu éviter certaines de ces opérations ou les faire d'une façon différente, en sachant dès le début que nous serons finalement critiqués par le monde, qui bien sûr est très loin de cela. Et quand vous voyez tous ces savants dans le monde ou independent qui vous disent combien de temps avant on doit prévenir et si nous avons le droit ou pas le droit de frapper un terroriste,
Alors c'est un peu ridicule. On va en parler dans un instant, mais avant, retour sur ce drame justement qui s'est passé les dernières semaines de cette opération. Benaya Sarel avait 26 ans à la fin de l'été. Il devait épouser sa fiancée Gali, mais le 1er août dernier, ce commandant d'unité d'élite de Tsahal est tombé au combat dans le sud de la bande de Gaza. C'est dans cette même attaque, souvenez-vous, menée par le Hamas juste après l'entrée d'un cessez-le-feu que les terroristes tentent de kidnapper un soldat en Israël. Le visage de Benaya est devenu un symbole de tous les soldats ayant donné leur vie pour cette opération bordure protectrice. Regardez. 1er août 2014, opération bordure protectrice. Le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas entre en vigueur à 8 h du matin. Des forces de l'unité de reconnaissance de la brigade Givati sont déployées dans le secteur rural adjacent à la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Leur mission, repérer des entrées de tunnels. Tout d'un coup, une explosion retentit, suivie d'une série de coups de feu. Une confrontation qui deviendra un des faits majeurs de cette guerre. Mais cette guerre commence 7 ans plus tôt, à Gush Etzion. En 2008, nous avions produit une série documentaire sur la formation des officiers combattants, fer de lance de l'armée israélienne. 7 mois de formation éprouvante dans le désert du Negev et dans d'autres terrains d'entraînement du pays. Parmi les dizaines de cadets, l'un d'entre eux attire notre attention. Benaya Sarel, combattant de la brigade Givati, issu d'une famille de Kiryat Arba. Givat Arsina à Kiryat Arba, un lieu imprégné d'idéologie. Mais ce jeune soldat de 20 ans qui a grandi ici a su étonnamment exprimer une opinion indépendante et mature. Ça va ? Salut Benaya, comment tu vas ? L'armée te fait réfléchir à des questions auxquelles tu n'aurais pas pensé autrement. La mort, les guerres, est-ce nécessaire ? Qu'est-ce que ça veut dire être officier, combattant, soldat dans une unité combattante ? Ton métier finalement, c'est de défendre ton pays, combattre. Au bout du compte, tu dois aussi tuer. Tu te poses beaucoup de questions sur ces choses-là. Celui qui a choisi de porter des bottes rouges et un béret rouge, ou un béret bariolé, ou vert, ou violet, ou marron, ou n'importe quel autre béret que portent les fantassins, doit prendre en compte, en s'enrôlant, qu'il risque de ne pas revenir vivant. Pourquoi garder cela secret ? Pourquoi ça dérange ? Pourquoi on ne doit pas en parler ? Il faut en parler, expliquer pourquoi. De cette façon, on peut expliquer aux gens, en les regardant droit dans les yeux, la justesse de notre action. Dans la société occidentale et dans un pays en plein développement, il est juste de sanctifier la vie. Mais au sein de l'armée, dans une société démocratique, il faut aussi dire aux soldats combattants que pour sanctifier la vie de nos citoyens, nous risquons nous-mêmes notre vie. Voilà pour cet extrait de reportage que vous retrouverez dans son intégralité ce soir sur notre antenne. Alors, je me tourne vers vous, Michael Bar-Zohar, vous qui avez été parachutiste en 73. Quand vous voyez ces images, ça vous ravive des souvenirs ? Oui, c'est surtout le groupe, l'amitié entre les soldats. Et quand vous faites la guerre, soudain vos loyautés changent. Parce que tout ce qui compte, premièrement, c'est les camarades qui sont autour de vous. Après, c'est la famille, après, c'est le pays. C'est pas exactement de la façon sioniste que nous pensons. Nous pensons premièrement à ceux qui sont autour de nous. Oui, bien entendu. Oui. Et alors, quand ces gars entrent dans les tunnels, je ne voudrais pas être à la place de quelqu'un qui est dehors et qui se pose des questions. Est-ce qu'ils vont en ressortir ? Bien entendu. Bien sûr. Alors on va reparler avec vous de ces démentis du Hamas un instant. On entend ce matin plusieurs déclarations contradictoires. D'une part, l'organisation djihad islamique qui déclare qu'elle veut un cessez-le-feu, et puis ensuite le Hamas qui dément. On entend là encore une fois l'Égypte qui dit peut-être annoncer un cessez-le-feu. Finalement, qu'est-ce qu'on doit conclure ? Qui dirige dans la bande de Gaza ? Qui prend les décisions ? Dans la bande de Gaza, c'est Mash'al qui prend les décisions. Depuis le Qatar. Oui, certainement. Parce que dans la bande de Gaza, excusez-moi, on voit les choses d'une façon tout à fait différente. Mais quand même, n'oublions pas, le Hamas est une organisation fanatique islamique qui a un but, la destruction d'Israël. Et n'importe quel cessez-le-feu avec eux, pour eux, ce ne sera pas que
qu'une interlude pendant laquelle ils vont pouvoir produire de nouvelles fusées, se préparer à la prochaine étape, au prochain round, et même développer des moyens beaucoup plus, disons, plus meurtriers que ceux qu'ils ont aujourd'hui. Abou Marzouk, le numéro 2 du Hamas, a insisté ce week-end. Il s'efforce de continuer à monter, à construire des roquettes. Sans aucun doute. Alors justement, si on ne peut pas parler avec le Hamas, Mahmoud Abbas, lui, revient sur la scène internationale, en tout cas ces derniers jours, avec cette proposition de date butoir. Vous avez dû en entendre parler ce matin. Est-ce qu'Israël peut accepter une telle proposition? Bien sûr que non. C'est comme un enfant de 10 ans qui dit allons à l'ONU. L'ONU va dire aux Israéliens partez, ils vont partir. C'est ridicule. Mais pourtant, il a quand même fait un peu monter cette proposition en disant hier, est-ce que c'est ça dont on parlait hier, cette proposition surprenante, ou est-ce qu'il y a autre chose? La grande surprise, c'est cela. Et puis sinon, il va aller à La Haye, au tribunal international, pour juger Israël. Mais finalement, est-ce qu'on peut espérer que Mahmoud Abbas revienne un peu sur le devant de la scène, peut-être même dans la bande de Gaza, et devienne l'interlocuteur principal d'Israël? Est-ce que ça peut être un scénario possible? J'espère que ce sera possible, mais je pense que premièrement, avant qu'il devienne interlocuteur principal, nous devons quand même détruire la présence du Hamas à Gaza. Parce que pour le Gaza où il n'est rien, qu'est-ce qu'il va leur faire? N'oubliez pas que l'autorité palestinienne, c'est un tigre en papier. Il ne peut pas faire grand-chose. Nous voulons beaucoup qu'il soit une figure. En effet, si on arrive à un cessez-le-feu, nous voulons qu'il soit en charge des passages de frontières entre Israël et entre l'Égypte et la bande de Gaza. Mais ce qu'on doit faire parallèlement, à mon avis, on doit recommencer depuis le début les pourparlers de paix. Avec l'autorité palestinienne, avec le Hamas. Non, pardon, avec Abbas. Avec Abbas. Oui. Pour vous, c'est impossible une solution diplomatique aujourd'hui avec le Hamas? Non, une solution diplomatique, ça veut dire un cessez-le-feu, pas plus que cela. Et nous savons très bien qu'est-ce qu'ils vont faire. Parce que toute cette histoire que notre gouvernement, malheureusement, a fait, disons, miroiter devant le public de démilitarisation de la bande de Gaza, c'était rien. C'était une blague. Parce que pour démilitariser la bande de Gaza, quelqu'un doit forcer les Palestiniens, le Hamas, de déposer les armes. Qui peut le faire? Ni l'Amérique, ni l'Europe, ni les États, ni le Qatar, personne, sauf Mais vous êtes Israël. d'accord qu'il faut aujourd'hui compter sur le Qatar? Non, il faut compter sur Israël. Nous sommes les seuls qui pouvons le forcer. Mais Parce que le Qatar ne va pas les forcer. Le Qatar est très content que le Hamas Qatar n'a pas du tout envie de démilitariser Gaza. Envie. Non, bien entendu, Exactement. mais le Qatar dirige aujourd'hui le Hamas. Oui, mais le Qatar ne voudrait pas que le Hamas disparaisse. Non, pas du tout. Parce que si le Hamas est démilitarisé, s'il n'a pas le droit d'avoir des armes, c'est la fin du Hamas. C'est la fin du Hamas. C'est pas cela que le Qatar veut, ni cela que le Hamas veut. Moi, je ne vois pas le Hamas allègrement déposant ses armes. La seule chose, c'est par la force, c'est par Israël. Est-ce qu'aujourd'hui, Israël a encore des alliés sur la scène internationale? Oui. Oui, je ne pense pas que notre position est tellement grave. Et puis surtout, n'oubliez pas que dans la majorité des guerres d'Israël, nous étions tous seuls sur la scène internationale. Mais à la scène internationale, qu'est-ce qui peut nous arriver à la scène internationale? Encore une déclaration de l'ONU, et alors? Encore la presse dans les journaux européens, surtout européens, pas américains. Alors, qu'est-ce qui peut nous arriver? L'Amérique est toujours notre allié très, très puissant. Toujours aujourd'hui. Et puis, le monde asiatique, comme l'Inde, la Chine, le Japon, ils sont très, très, très intéressés d'avoir des liens sérieux avec Israël, parce que c'est un monde différent. Merci beaucoup, Michael Bar-Zohar, d'avoir été avec nous. Bessa Bessalem, vous restez avec nous pour cette troisième partie d'édition. On revient dans une dizaine de minutes, mais tout de suite, le journal présenté par Elsa Mine. À tout de suite.
שהטרוריסטים הבזים לדם ילדיהם לא יחוסו על דם ילדינו. איננו ממהרים לשום מקום, יש לנו סבלנות, יש לנו אורך נשימה. ليس هناك ما تخشاه المقاومة الفلسطينية التي تمارس مقاومة مشروعة مارستها كل الشعوب التي تعرضت للاحتلال. חמאס משלם ועוד ישלם מחירים כבדים על הפשעים הללו שהוא מבצע. Bonjour et bon réveil si vous nous rejoignez en cette troisième partie d'édition spéciale consacrée à l'opération israélienne en cours. On vous retrouve Betsabé Salem une nouvelle fois et on va parler du gouvernement d'union nationale qui avait été signé, on s'en souvient, le 2 juin dernier entre le Hamas et l'autorité palestinienne. Mais bien sûr, le conflit risque de changer la donne. Oui, alors justement, je me suis penchée sur l'attitude de Mahmoud Abbas, donc le président de l'autorité palestinienne, ces 2 derniers mois, et même plus, puisqu'il faut remonter en juin, lors de l'enlèvement de ces 3 adolescents israéliens. C'est à ce moment-là que, d'une part, la tension est montée entre l'autorité palestinienne et le Hamas, et que, d'autre part, cette fameuse union a été mise à rude épreuve, tandis que la tension montait avec Israël aussi. Alors d'abord, cette première réaction de Mahmoud Abbas, il accuse les responsables de cet enlèvement de vouloir détruire les Palestiniens. Je cite, celui qui a enlevé les 3 Israéliens cherche à nous détruire et on va lui demander des comptes. Et oui, Abbas est clairement remonté. Il sait non seulement que ce triple enlèvement n'augure rien de bon, mais aussi qu'il y a de fortes chances que ce soit le Hamas qui soit à l'origine de cet enlèvement, de ce triple enlèvement, et le Hamas qui a effectivement avoué sa responsabilité par la voix de Khaled Meshal ce vendredi. Puis viennent les premières victimes à Gaza, et alors c'est contre Israël que le ton monte. Le 9 juillet, Abbas emploie la formule de génocide contre notre peuple palestinien. Alors les proportions semblent ne pas avoir été très bien évaluées. Il y a alors 40 morts à Gaza. Abbas cherche-t-il à redorer un peu sa popularité en berne ou alors à prendre en compte ses propres intérêts? En tout cas, il en profite pour lancer nous savons qu'Israël n'est pas en train de se défendre, mais de défendre ses colonies, son projet principal. Et pourtant, côté palestinien, on l'accuse depuis les bombardements israéliens d'adopter un profil bas, un profil beaucoup trop bas, trop passif, notamment lors de l'incursion terrestre, lui qui se concentre sur les efforts diplomatiques. À 79 ans, Mahmoud Abbas en vient finalement être accusé de collaboration presque avec Israël, notamment quand il empêche les manifestations de Palestiniens. Bref, d'un côté, un doigt pointé vers les attaques israéliennes et de l'autre, une claire désolidarisation du Hamas. Alors justement, on a l'impression qu'à partir de ce moment-là, le fossé continue de se creuser avec le Hamas. Et c'est d'ailleurs une preuve de plus de la fragilité de la récente union dont vous parliez. Pourquoi ? Parce que déjà, l'autorité palestinienne affiche régulièrement son empressement à signer un accord de paix, alors que le Hamas, de son côté, menace lui plutôt de faire payer Israël d'une guerre d'usure. Alors quelques exemples. Le 1er août, quand le Hamas rompt le cessez-le-feu en menant l'attaque de Rafah, un communiqué de l'autorité palestinienne annonce quant à lui qu'Abbas a formé la délégation qui irait au Caire, et ce, quelles que soient les circonstances. Le 16 août, quelques jours plus tard, Abbas accepte la trêve proposée par l'Égypte, tandis que le Hamas la refuse, et bouquet final des discussions qualifiées ce week-end d'orageuses entre Abbas et Meshal à Doha. Alors d'abord, suite à l'aveu de responsabilité donc pour le triple enlèvement et triple meurtre aussi des 3 adolescents israéliens. En outre, selon le Shin Bet, et apparemment l'autorité palestinienne était au courant, des militants du groupe arrêtés auraient avoué avoir comploté contre l'autorité palestinienne. Ils auraient même fomenté un coup d'État. Alors pour preuve qu'Abbas prend tout cela très au sérieux, Abbas a même menacé d'un divorce permanent avec le Hamas. Et à côté de cela, il plaide l'urgence, je cite, de mettre fin à l'effusion de sang. Alors là, on retrouve la désolidarisation du Hamas, mais avec des critiques d'Israël, avec en plus ce rôle de presque médiation finalement. Abbas qui joue sur une nouvelle image de modération
modéré, de pacifique, et c'est sans doute cela qu'il peut se permettre ces fameuses propositions qu'il va publier cette semaine, qu'il va... Merci Betsabé Salem. On va justement parler tout de suite dans un instant avec Denis Charbit, maître de conférence à l'Université ouverte d'Israël. On va reparler de cette proposition de Mahmoud Abbas et de la position aujourd'hui de Mahmoud Abbas par rapport au conflit en cours dans la bande de Gaza. Denis Charbit, vous êtes avec nous en ligne. Comment est-ce que vous interprétez l'attitude du président de l'autorité palestinienne ? Il me semble que c'est une sorte de baroudeur, c'est-à-dire c'est en quelque sorte son va-tout qu'il entend jouer. Il y a ici un effet d'annonce qui est, je dirais, un peu surprenant. Quand on s'apprête à faire quelque chose, la surprise, on la révèle d'emblée. Mais là, il y a une sorte de teaser, comme disent les spécialistes de marketing. Il annonce quelque chose d'énorme, de surprenant. On se perd en conjecture sur le contenu de ces propositions. Il y a certaines choses dont on nous informe, d'autres sur lesquelles on est encore dans le brouillard. Mais je dirais, vous le disiez tout à l'heure, Mahmoud Abbas a 79 ans, il est plus tout jeune sur la scène. Et visiblement, il veut peut-être préparer en quelque sorte le terrain. Alors soit pour son départ de la scène si son initiative fait flop et n'obtient aucun résultat, soit pour terminer sa carrière en préparant, je dirais, les lendemains de la vie politique palestinienne avec toujours cette initiative de paix qui lui tient à cœur. Est-ce qu'on peut dire justement que Mahmoud Abbas essaye en quelque sorte de monnayer son intervention, de revenir sur la scène internationale, et puis il sent qu'il est fort de ces derniers jours, où il revient quand même, où il a acquis une certaine légitimité, en tout cas de la part de l'Égypte, sur la scène internationale? Oui, alors la légitimité, je crois qu'il en a toujours disposé, peut-être une légitimité du côté israélien, ou peut-être pour la première fois, après presque 10 ans, Mahmoud Abbas n'est pas à nouveau sur la scène politique palestinienne, mais c'est vrai qu'après 10 ans, les Israéliens n'ont jamais aussi bien compris à quel point il incarne une option diplomatique, là où le Hamas incarne une option militaire, violente et agressive. Et je dirais également que Mahmoud Abbas finalement n'a pas engrangé grand-chose, et que voilà, c'est le moment où jamais, effectivement, il a été reconnu comme, vous le disiez, comme médiateur. Mais attention, un médiateur peut être assez rapidement tenu aussi pour un collaborateur, entre guillemets, et en quelque sorte par cette initiative, il entend tirer, je dirais, son épingle du jeu en apparaissant comme le seul interlocuteur avec lequel on peut faire bouger quelque chose. Justement, compte tenu de cette usure dans laquelle on est, ce sentiment qu'il n'y a pas de solution, eh bien, il apparaîtrait en quelque sorte comme le Deus ex machina qui viendrait avec une solution, alors qui, bien sûr, mettra le Hamas sur la touche, mettra peut-être Israël aussi dans ses retranchements. Quelle attitude avoir face à cette proposition? Donc on n'a pas encore exactement la teneur. Et puis également les États-Unis, puisque visiblement c'est une dimension internationale que vise Mahmoud Abbas pour faire avancer les choses après des années et des années d'initiatives américaines sans succès. Merci beaucoup Denis Charbit, Dror Even Sapir, Mahmoud Abbas. Bonjour d'abord. Mahmoud Abbas, le seul interlocuteur d'Israël, vous y croyez? Écoutez, on pourrait résumer la position de Mahmoud Abbas de la manière suivante. Il sent d'un côté qu'il a le vent en poupe sur le plan diplomatique, et effectivement, comme l'a dit Denis Charbit, il y a ce qu'on appelle un momentum qui est favorable à Mahmoud Abbas, étant donné qu'il est considéré comme l'homme providentiel presque par plusieurs interlocuteurs régionaux, même par certains Israéliens qui ne voulaient pas entendre parler de lui il y a encore quelques semaines. Mais d'un autre côté, il sait bien que le Hamas a gagné en popularité au sein de la rue palestinienne, et c'est là que Mahmoud Abbas veut regagner des points, d'où à mon avis, c'est comme ça qu'on peut interpréter cet ultimatum lancé à Israël, qui n'a bien évidemment aucune chance d'être réalisé, mais il veut se donner une image plus ferme, se défaire de cette image un petit peu de... évidemment, je n'aime pas trop ce mot, de collaborateur d'Israël qui lui a été donné par un certain nombre de Palestiniens, par le Hamas, mais pas seulement par le Hamas. Par conséquent, il essaye, encore une fois, de regagner en popularité chez les Palestiniens, tout en tentant de préserver cette nouvelle
crédibilité politique au sein de la communauté internationale. Donc il navigue entre ces deux écueils. C'est pas une position facile. Oui, d'où l'ambiguïté de sa position. On va en reparler dans un instant. On parle à présent de ce moment fort hier, les funérailles du premier enfant victime de l'opération, du conflit en Israël depuis le début de l'opération. Un drame qui a profondément ému la population israélienne et qui a peut-être aussi précipité la décision des habitants des localités frontalières avec la bande de Gaza de partir. Un reportage signé Mathias Inbar. C'est avec ce moment de réconfort du président de l'État d'Israël, Reuven Rivlin, que les funérailles du petit Daniel Tregerman, 4 ans, tué d'un obus de mortier tiré depuis la bande de Gaza sur son kibboutz Nahal Oz, ont débuté. L'enfant de tout un pays pour le président Rivlin. Tu es notre enfant à tous, de tes grands-mères, de tes grands-pères, de ton père, de ta mère, de tout le monde ici en Israël. Habitants de Nahal Oz, vous avez payé le prix le plus lourd. Vous défendez l'État d'Israël par votre corps et votre courage. Personne n'a le droit de vous demander de rester ici, mais nous pouvons vous promettre que vous n'êtes pas tout seul. Les parents, Doron et Gila, souhaitaient une cérémonie intimiste. Mais au plus fort des tirs de roquettes et au cœur de l'opération Bordure protectrice contre le Hamas, la famille, les amis, de simples civils sont venus des 4 coins d'Israël pour apporter leur soutien à la famille. La maman a rappelé devant le cercueil de son fils les derniers moments de vie du petit Daniel. L'alerte a retenti, j'ai pris Uri, on vous a dit de venir à l'abri. Tu courais toujours en premier, mais cette fois tu as appelé Yuvik. Ton regard s'est figé. Tu regardais Yuvik depuis la tente et en 1 seconde, c'était terminé. Après avoir récité la prière des endeuillés, le Kaddish, la famille a porté le cercueil jusqu'à sa dernière demeure. Et fait plutôt rare, le président Rivlin, très affecté, a tenu lui aussi à porter la dépouille. Oncles, tantes, grands-parents, ils ont tous voulu s'adresser au petit Daniel, mais lorsqu'ils se sont approchés de cette tombe, là où gît cet enfant de 4 ans, il est difficile de trouver des mots sur cette question. Comment vont-ils reconstruire leur vie ? Maintenant, j'essaye de faire le vide dans ma tête. Je ne pense à rien, seulement à la force de notre communauté, de la famille. J'essaye de rester positif sur tout. C'est un très grand moment de désespoir. Nous devrons nous relever, je ne sais pas encore comment, je ne sais pas encore quand. Je fais juste le vide, je ne peux pas crier. Des funérailles qui se sont ainsi déroulées sous haute surveillance. Il ne fallait pas être à plus de 15 secondes des abris. Et cette question qui se pose désormais chez les habitants de ce kibboutz Nahal Oz, comment peuvent-ils décemment continuer à vivre sous le feu des missiles ? Ouais, on a vu ça, Reuven Sapir, ce drame qui a affecté évidemment toute la population israélienne. Alors, en première question, pourquoi il n'y avait pas de ministre à l'enterrement du jeune Daniel Tregerman ? Alors déjà, vous avez raison d'insister, Éléonore, c'est sans doute un tournant, puisque effectivement, c'est le premier enfant tué depuis le début des hostilités avec le Hamas. Par conséquent, effectivement, c'est un tournant. On se rapproche, on va en parler de la rentrée scolaire. Tout cela prend une signification très profonde pour beaucoup d'Israéliens. Il n'y avait pas de ministre, tout simplement parce que la famille ne voulait pas de représentant politique à ses funérailles. Par contre, oui, la présence du président de l'État, du nouveau président de l'État, Reuven Rivlin, elle a été acceptée et quelque part, on l'a bien vu dans ce reportage, elle s'imposait d'elle-même en quelque sorte. Un tournant, vous dites, un tournant justement dans peut-être la politique également de Benyamin Netanyahou, puisque juste après ce drame, le gouvernement, pour la première fois, a dit qu'il apporterait son aide aux populations qui désiraient quitter les localités frontalières avec la bande de Gaza. On pourrait se poser la question, Éléonore, de savoir si la plupart des localités limitrophes de la bande de Gaza n'étaient pas des kibbutz. Qu'en serait-il de ces habitants, puisque beaucoup ont effectivement quitté les kibbutz Nahal Oz, de Kfar Aza, de Nirim, etc. Et pour se rendre dans d'autres kibbutz, puisque le mouvement kibbutzik, on le sait, est un mouvement solidaire qui accueille les siens qui sont dans la détresse. Il y a quelques années, en 2006, la Seconde Guerre du Liban, les premiers temps de la Seconde Guerre du Liban, le nord du pays était soumis à des tirs nourris de roquettes et de missiles lancés par le Hezbollah. Et là, c'était des kibbutz, mais aussi des villes qui étaient touchées.
On a assisté à l'époque presque à un exode des populations de plusieurs villes du nord du pays. Et c'était un homme d'affaires un petit peu douteux, Arkady Gaïdameh, qui avait établi, on s'en rappelle, une espèce de gigantesque camp de toile à Jérusalem notamment, et à Tel Aviv aussi, pour accueillir ces populations qui cherchaient refuge et qui ne pouvaient plus vivre sous le feu nourri des roquettes. Par conséquent, on avait constaté à l'époque que l'État n'avait pas assumé l'une de ses fonctions de base, l'une de ses principales fonctions, protéger ses citoyens. Là, c'est le mouvement Kibboutzi qui protège les siens en quelque sorte et qui les accueille. Donc on a l'impression que le gouvernement a compris peut-être un peu tard qu'il avait là aussi un rôle à jouer. On va en reparler avec vous en dernière partie d'édition. Merci à vous, Betsa Bessalem et Dror Even Sapir, d'avoir été avec nous. Restez avec nous, on revient dans une dizaine de minutes pour la dernière partie de cette édition spéciale. Mais en attendant, le journal présenté par Elsa Mimon. À tout de suite. Ravi de vous retrouver pour cette dernière partie, l'édition spéciale largement consacrée à l'actualité israélienne et à l'opération Bordure protectrice qui en est à son 49e jour. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Rudy Saada. Bonjour. Et Dror Even Sapir qui nous a rejoint. Rebonjour bien sûr Dror. Rudy, on commence avec vous. Suite à l'exécution ce week-end de 18 collaborateurs d'Israël, en tout cas 18 personnes soupçonnées de collaborer avec Israël. On parle de ces comparaisons qui sont faites par la communication israélienne entre le mode d'action du Hamas et celui de l'État islamique. Oui, en gros, le leitmotiv, c'est ISIS égale Hamas. C'est le leitmotiv de la communication israélienne depuis jeudi dernier, les déclarations du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et aussi depuis donc la décapitation du journaliste américain James Foley. Netanyahou le sait, les exactions relayées avec fierté sur le net par les activistes de l'État islamique suscitent une indignation mondiale et la communication israélienne tente donc de rapprocher les deux organisations pour faire pencher l'opinion internationale en faveur d'Israël face au Hamas. Alors on va essayer d'analyser les points communs et surtout les différences entre les deux organisations car c'est une comparaison qui, vous allez le voir, fait débat sur Internet. Alors du côté des points communs, il suffit de se rendre sur les comptes officiels israéliens et voir les tweetos pro-israéliens pour avoir les arguments qui réunissent État islamique et Hamas. Alors par exemple, on va voir cette infographie qui a été créée pas moins par le bureau du ministre des Affaires étrangères israélien qui compare les valeurs de l'EI et celles du Hamas. Il est écrit, voilà ce qu'ont en commun les deux organisations au-delà des exécutions de masse, la violation du droit des femmes, l'oppression des chrétiens et la persécution des homosexuels. Alors on essaie également du côté israélien de tirer profit du choc dont je vais vous parler dans un instant, le choc créé par la vidéo de la décapitation donc du journaliste américain James Foley. Voilà. Ouais. Alors justement, on voit que cette campagne est organisée par la diplomatie israélienne, mais quelles ont été les réactions des internautes? Alors au niveau des internautes, le débat est vif. Côté pro-israélien, alors on suit évidemment la comparaison. Par exemple, Arsène Otrowski dit par exemple que les deux organisations ont les mêmes racines, faites d'indifférence pour la vie humaine, de la liberté et indifférence pour la démocratie. Et pour prouver la filiation, certains renvoient à ce tweet des brigades Al-Qassam qui a été diffusé le 16 août dernier et dont le vocabulaire ressemble à celui de l'État islamique. Nous continuons notre combat, Allah est notre but, le prophète est notre leader, le djihad est notre chemin et la mort pour Allah est notre vœu le plus cher. Par contre, beaucoup d'internautes, beaucoup d'autres internautes comme Zaïd Gilani, pour lui cette comparaison incite tout simplement à la violence sur les Palestiniens. Alors, vous avez parlé du choc qu'a provoqué cette vidéo de James Foley sur les internautes. On est vraiment au cœur de la communication classique de l'État islamique. Oui, l'État islamique est arrivé il y a quelques mois sur le devant de la scène médiatique en investissant les réseaux sociaux et en les inondant de plusieurs manières. Alors on se souvient de films de propagande quasi hollywoodiens très bien tournés, très professionnels, qui se voulaient annonciateurs de l'affrontement à venir entre Occident et Orient. Mais alors ce qui a vraiment changé la donne, ce sont ce type d'images très violentes d'exécutions sommaires, de décapitations diffusées par dizaines dans des comptes affiliés à ce qu'on appelait encore le IIL. Alors le but c'était de montrer autant de barbarie, mais le but était double. Déjà il fallait
impressionner bien sûr, mais la grande violence de ces images, selon certains analystes, n'est pas anodine. Elle était faite pour augmenter, renforcer les divisions sunnites chiites, pour pousser le gouvernement chiite irakien à entrer en conflit frontal et à embraser donc la région. Alors on va parler du mouvement de boycott qui a été lancé justement encore une fois par les internautes à la suite de la publication de cette vidéo de la décapitation de James Foley. Oui, avec les mois, les internautes ont pris conscience qu'Internet et que les réseaux sociaux étaient tout simplement l'outil de propagande inespéré pour les activistes de l'EI. Et donc depuis quelques jours, ils l'ont boycotté. Une opération qui s'appelle Blackout ISIS a été lancée. L'idée, c'est de demander la fermeture de tous les comptes Twitter et Facebook faisant de la propagande pour l'État islamique et pour éviter de laisser diffuser ces images, notamment l'image de la décapitation du journaliste. La conséquence est que les soutiens de l'EI ont migré vers des réseaux sociaux qui sont moins connus, plus difficiles à contrôler, comme le réseau par exemple Diaspora, et ont du mal maintenant à se faire entendre. Donc l'idée, c'est de couper leurs canaux de communication au maximum, car évidemment cela ramène des nouvelles recrues, notamment chez les jeunes, et le but est d'endiguer ce mouvement. Alors justement, est-ce qu'on peut réellement rapprocher les méthodes du Hamas des méthodes de l'État islamique? Alors on va revenir à ce qui s'est passé ce week-end. Il y a beaucoup de points communs, mais aussi beaucoup de différences. Alors lui se pose comme un opposant à toute personne qui ne croit pas en l'islam, alors que le Hamas, lui, se pose comme un défenseur du peuple palestinien et un interlocuteur avec l'Occident, mais ce sont deux mouvements islamistes. On n'est pas réellement dans la même catégorie. Cela dit, au niveau de la communication du Hamas, eh bien, il y a deux stratégies parallèles. Alors on sait en externe, je vous l'ai déjà expliqué sur ce plateau, on évite de plus en plus le vocabulaire guerrier et on met l'accent sur les victimes de Gaza, femmes et enfants. Par contre, à l'intérieur de la bande de Gaza, le ton est clairement différent. Les exécutions sommaires sont scénarisées, elles sont mises en avant. On joue la carte du spectaculaire et de l'exemple. Alors après les attaques sur Mohamed Def et la mort de 3 hauts responsables du Hamas, l'idée c'était de lancer un message fort, d'où une exécution sommaire en place publique, sans procès, d'où on se retrouve finalement avec ces images très proches qui font penser à l'exécution du journaliste américain. Donc on peut les mettre côte à côte. Et pour finir, regardez ce message posté sur le site Al-Madj, site en arabe très proche, uniquement en arabe et très proche donc du Hamas à destination du public palestinien et non pas du public international. Alors il dit: au milieu des développements dangereux sur le terrain, les ordres décisifs ont été émis pour commencer à étrangler le cou des collaborateurs et de les traiter durement, et tous les suspects de collaboration dans le domaine. Donc s'il n'y a pas de décapitation, il y a des actions devant beaucoup de monde au moment de la sortie de la prière. Donc cela rappelle cette autre image qui avait fait beaucoup de mal à l'image du Hamas. C'est en 2012, on va terminer avec. Elle avait déjà fait le tour du net. C'était cette vidéo de parade, si on peut s'exprimer ainsi, dans les rues de Gaza où des corps collaborateurs avaient été traînés. Voilà, on les voit, on voit ces images où des corps de collaborateurs avec Israël soupçonnés en tout cas avaient été traînés dans les rues de Gaza. Donc en résumé, les différences entre lui et le Hamas sont grandes, ce qui n'empêche pas d'un côté comme de l'autre une très grande violence et surtout une propension à l'assumer. Merci beaucoup Rudy Saada. Dror Even Sapir, le Hamas se défend de toute comparaison avec l'État islamique. Est-ce qu'il y a matière à comparaison et pourquoi Israël tient tellement à établir cette comparaison avec l'État islamique? Bien évidemment parce que l'État islamique bénéficie d'une image entre guillemets détestable à travers le monde. On peut difficilement trouver exemple d'une plus grande sauvagerie et d'une plus grande barbarie, peut-être Boko Haram en Afrique. Mais ce qui est intéressant, c'est que après ces images d'exécution sommaire il y a quelques jours dans les rues de la bande de Gaza, avec un cérémonial qui rappelait un petit peu celui de l'ISIS, avec des bourreaux tout de noir vêtus et cagoulés de noir, ça rappelait bien évidemment les exactions sauvages de l'État islamique. Et bien le Hamas a compris que pour son image de marque, notamment auprès des opinions publiques occidentales, il était allé trop loin, et donc ils ont fait un pas en arrière dans la mesure où il y a encore des exécutions sommaires de collaborateurs présumés avec Israël, parce que bien évidemment il ne faut pas s'attendre de la part du Hamas à un procès en bonne et due forme, mais elles ne se font plus sur la place publique. Elles avaient été réalisées sur la place publique pour intimider les Gazaouis, pour les intimider et pas seulement pour éventuellement tuer dans l'œuf toute velléité de collaboration avec Israël, mais toute velléité de critique contre le pouvoir du Hamas, parce qu'on peut imaginer que les Gazaouis, étant donné ce qu'ils ont subi, ont de plus en plus de
peut-être une colère vis-à-vis du Hamas. Mais en tout cas, aujourd'hui, donc, ils ont compris que exécuter sommairement sur la place publique, eh bien, c'était assez mauvais pour leur image de marque internationale. Et la comparaison avec l'État islamique venait immédiatement à l'esprit. Les Israéliens l'ont bien compris, comme l'a très bien montré Rudy. Et ça, semble-t-il, les Israéliens ont marqué des points au niveau de cette bataille des images. Parce qu'effectivement, entre le Hamas et l'État islamique, il y a des points communs. Il y a aussi des différences importantes. Il faut rappeler que le Hamas, c'est l'émanation palestinienne des frères musulmans égyptiens, mais ça reste tout de même un mouvement islamiste palestinien, alors que l'État islamique, on le sait, la comparaison est peut-être un peu osée, mais ça fait un petit peu penser aux brigades internationales de l'islamisme en quelque sorte, avec beaucoup d'occidentaux convertis à l'islam, beaucoup de jeunes musulmans qui ont grandi global, dans les pays occidentaux et qui ont rejoint les rangs de l'État islamique. Dror, vous restez avec nous. On va se rendre tout de suite dans la bande de Gaza et en guise de rentrée des classes. Vous allez le voir, des enfants de Gaza se sont alignés dimanche dans leurs écoles ou ceux qu'il en reste et ont entonné, on va l'entendre, l'hymne palestinien. Mais le cœur n'y était pas plus que les cahiers ni les crayons, car à cause de la guerre, la rentrée a été repoussée. Regardez. C'est dans cette salle de classe que la famille de Naïfa Al-Hamoudi a trouvé refuge au plus fort des combats entre Israël et le Hamas. Un missile a frappé leur maison début juillet et cette famille de 15 personnes assure qu'elle restera ici tant que leur domicile ne sera pas reconstruit. Nous préférons dormir chez nous quand nous n'avons pas peur. Mais tant qu'il y aura de la peur, nous resterons ici. Quand vous êtes chez vous, vous pouvez vous laver, manger. Ici, il n'y a pas de nourriture correcte, pas de salle de bain. Nos enfants sont petits. Où pouvons-nous aller ? Les écoles de Gaza se sont transformées en camps de fortune pour les Palestiniens dont les maisons ont été détruites. Et même si les conditions de vie dans l'école de Jabalia ne sont pas parfaites, elle n'a pas été bombardée. Quand je vais me coucher, je n'arrive pas à m'endormir car j'ai peur des bombardements. Comme des dizaines de personnes, Malak a été blessée dans l'explosion. Je suis restée à l'hôpital 3 jours. J'ai eu de la fièvre à cause de la fumée des missiles et j'ai eu des injections dans le dos. Il faudra des mois pour effacer les traces du bombardement. Les vacances d'été prennent fin, mais les élèves ne reprendront la classe qu'après la signature d'un cessez-le-feu durable. 108 établissements de l'UNRWA ont été endommagés pendant la guerre, dont 75 écoles. Quelques écoles ont été fortement touchées et il est impossible d'y enseigner tant que leur restauration ne sera pas terminée. Retourner à l'école permettra aux élèves de Gaza de reprendre leurs habitudes quotidiennes. Plus de 500 enfants ont perdu la vie pendant le conflit et des milliers d'autres resteront marqués à vie par les horreurs de la guerre. Voilà donc pour ce reportage. Dror Even-Sapir, on l'a vu en Israël aussi. Il y a tout un débat qui se tient aujourd'hui sur la rentrée des classes ou pas le 1er septembre prochain. Finalement, dans ce conflit, les premières victimes sont une fois de plus les enfants. Bien évidemment, et Benjamin Netanyahu hier a dit que le conflit pourrait durer jusqu'après la rentrée des classes. La rentrée des classes le 1er septembre, c'est dans une semaine exactement. Et on aura probablement, il n'est pas impossible qu'un cessez-le-feu soit conclu peut-être unilatéralement d'ici là, mais il est tout à fait possible qu'on assiste à une rentrée des classes sous les missiles en quelque sorte pour des dizaines de milliers d'enfants en Israël. Bien évidemment, personne ne s'attendait à cette situation quand les hostilités ont recommencé avec le Hamas, il y a maintenant une cinquantaine de jours environ. Donc c'est donc une situation à laquelle les responsables politiques et militaires israéliens ne s'attendaient pas et ils ont dû s'organiser, ils ont dû, certains diraient, improviser pour que la rentrée des classes se passe malgré tout dans les meilleures conditions possibles dans le sud du pays. Pour l'instant, le message qui provient du ministère de l'Éducation et du ministre de l'Éducation, Shai Piron, c'est que la rentrée des classes aura bel et bien lieu, y compris dans les localités prises pour cible par les roquettes et les missiles. Il y a beaucoup justement de maires de ces localités qui refusent d'envoyer les enfants à l'école tant que les obus de mortier, qui sont quand même la nouvelle arme la plus dangereuse dans ces localités, et les roquettes continuent de tomber sur le territoire israélien. Comment la population
population israélienne, elle réagit à ce risque de repousser la rentrée des classes? Il y a effectivement un décalage entre le pouvoir politique qui, encore une fois, insiste pour que la rentrée des classes ait lieu dans les conditions les plus normales et à la fois les maires, les élus locaux et les parents d'élèves qui, eux, n'entendent pas de la même oreille. D'ailleurs, une pétition circule parmi les parents d'élèves des localités du sud du pays pour demander à ce que les autorités repoussent la rentrée des classes. Des mesures ont été prises par les autorités, des mesures assez draconiennes. On parle de convois scolaires, de cars scolaires qui pourraient être blindés, protégés, accompagnés par des patrouilles de l'armée, par des véhicules militaires. On parle aussi de la présence de militaires de la défense passive du front, de ce qu'on appelle le front de l'arrière en Israël, et qui pourrait aider les élèves et les enseignants, le cas échéant, à se rendre le plus rapidement possible et dans les conditions optimales, dans les abris, dans les espaces protégés. Parce que pendant ces 2 mois de vacances, lorsqu'on était en famille dans les localités du sud du pays, tout était connu, tout était réglé, on savait ce que l'on devait faire, et lorsqu'on a 2-3 enfants, on peut effectivement assez rapidement regagner un endroit sécurisé. Là, lorsqu'une enseignante a 30 élèves sous sa responsabilité, est-ce qu'elle pourra... C'est beaucoup plus difficile. Et justement, est-ce que ce sentiment d'insécurité qui règne aujourd'hui, notamment dans le sud du pays, ne marque pas un peu l'échec du gouvernement israélien à protéger ses civils, ses citoyens? Écoutez, on a peut-être deux cas, deux images en quelque sorte qui pourraient être considérées par le Hamas comme étant un acquis, presque une victoire. D'une part, le fait que la quasi-totalité, c'est pas encore le cas, mais si on arrive à une situation où la quasi-totalité des habitants des localités limitrophes, des kibbutz, des moshav, des localités donc les plus proches de la bande de Gaza, quitte cette zone, on aura une zone, du fait de la menace des mortiers justement, on aura une zone vidée de sa population quasiment en Israël. Pour le Hamas, ce serait une incontestable victoire. Et puis, la vie quotidienne israélienne est perturbée par une organisation terroriste. Et ça, c'est le cas depuis 2 mois. Les rencontres sportives, les matchs de football ont été repoussés. Et là, la rentrée scolaire, on sait à quel point les Israéliens accordent une importance grande à l'éducation de leurs enfants. La rentrée scolaire sera probablement perturbée. Merci beaucoup, Dror et Ben Sapir, d'avoir été avec nous. Merci à Rudy Saada. C'est la fin de cette édition spéciale. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous. La suite de vos programmes dans un instant sur i24 News.